Bonsoir, bienvenue au cinéma, bienvenue au Palace, bienvenue au Club 35. Chaque mois, on vous présente un film classique, la plupart du temps dans sa forme originelle pour faire plaisir à Jean-Pierre, j'utilise ces termes. On vous le montre en 35 mm. Ce soir, on vous montre Lonely at the Brave de David Miller, film de 1962. Et pour présenter le film, nous avons le grand plaisir de retrouver nos deux camarades, Fabrice Duels et Jean-Pierre Versker. Jean-Pierre Versker qui nous a prêté la copie du film. Bonsoir. On les applaudit bien fort, ils le méritent. Alors, d'abord, on va parler du film, de ses aspects artistiques, je dirais. Fabrice, qu'est-ce qu'on peut dire de... On peut dire plein de choses. On peut en dire des choses. Vous allez voir un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre parce que... Alors, pourquoi c'est un chef-d'œuvre? Parce qu'on dit souvent, c'est un chef-d'œuvre. Mais pourquoi c'est un chef-d'œuvre? D'abord, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est un film qui marque la fin du western classique. On est en 62, c'est une adaptation. C'est une adaptation d'un roman de Edward Abbey qui s'appelle The Brave Cowboy. Abbey est un personnage particulier. C'est un écologiste avant l'heure, radical, un homme qui vit dans les bois, quelqu'un qui mène un combat. Et il est très probable que Kirk Douglas ait chopé le livre et en fait il a vu, avec ce personnage qui est mis en scène dans le film et dans le roman, une espèce d'extension de son rôle qu'il avait dans L'homme qui n'a pas d'étoile de King Vidor qui était tourné en 1955. C'est une sorte d'extension, donc c'est un homme seul, un cow-boy seul qui se bat contre un monde qui change, épris de liberté, mais d'une liberté absolument totale. Donc ce film est un chef-d'œuvre parce que, bon, pour plein de raisons, vous allez voir, je vais en parler un peu plus avant, mais c'est un film qui, donc, comme je l'ai dit, qui marque la fin du classicisme du western américain, mais qui, de par son sujet, en fait, annonce la fin du western hollywoodien en tant que genre récurrent. À l'époque, on faisait des westerns tout le temps. Là, après ce film, c'est terminé. Et puis, ce n'est pas un western. C'est ça qui est étonnant. C'est un film qui commence comme un western, mais vous allez voir, ce n'est pas du tout un western. Et pour ça, le premier plan du film est assez symptomatique de tout le reste du film. Kirk Douglas, c'est aussi un film qui fait l'impasse, en fait, qui fait complètement l'impasse sur un monde qui montre un monde qui change. C'est le premier film sur la mondialisation, mais c'est aussi un film qui démontre les figures mythiques de l'Ouest américain. Donc c'est vraiment un film important pour l'histoire du cinéma, pour Kirk Douglas et puis pour nous aussi. Kirk Douglas, qui est une immense star au début des années 60, il a fait plein... Vous connaissez tous Kirk Douglas. Il a eu, dans les années 60, une décennie d'or. Hein. Il a travaillé avec Savath Kazan, Preminger, Anthony Mann. Enfin, il a travaillé avec tout le monde. Juste avant de tourner Seuls sont les indomptés, il a tourné Spartacus avec Kubrick et il a tourné El Perdito de Robert Aldrich. Deux films très importants pour lui. Il a les coups des franches, c'est une star, il peut faire ce qu'il veut. Il achète les droits de ce roman, du roman de Abbey, décide d'en faire un film. Il a un budget limité. Universal lui donne des petits moyens pour faire le film. C'est pour ça que le film est tourné en noir et blanc. Mais ça, Jean-Pierre vous expliquera plus précisément les tenants et les aboutissants. Et il cherche un réalisateur. C'est David Miller. David Miller est un réalisateur oublié aujourd'hui, mais qui est important et qui a été réhabilité par Tavernier et aussi par Trumbo. Vous allez comprendre pourquoi, parce que avant, donc il a le réalisateur, mais il cherche quelqu'un qui va adapter le roman et il appelle Donald Trumbo, le célèbre, le plus grand scénariste de l'après-guerre américain, qui est blacklisté, qui est au Mexique, qui probablement fait la fête avec Luis Buñuel à l'époque, et qui a qui a écrit le film de Preminger, Exodus. Et Douglas va le chercher, le ramène et lui fait écrire le scénario, l'adaptation. Et il se trouve que de la part de la légende dit que le scénario est brillant, qu'ils ont tourné la première version du scénario de Trumbo. Le scénario est selon Abbey, est meilleur que le roman. Et il tourne ce film non sans problème, puisque les rapports entre David Miller et Kirk Douglas sont exécrables.
Et quand Miller perd son père pendant le tournage, il part aux funérailles. Quand il revient, Kirk Douglas a pris le pouvoir sur le film et congédie Miller. Il va terminer le film, si bien qu'aujourd'hui, on pense que le film est co-réalisé par Kirk Douglas, alors que non, vous allez voir que l'apport de Miller est très important. Alors, Trumbo, dans ses mémoires, a une petite anecdote et il dit que 10 ans plus tard, il va signer un scénario important pour lui, qui va être le premier scénario sur l'assassinat de JFK à Dallas, qui s'appelle Executive Action. Et Trumbo va imposer David Miller à la réalisation du film. Donc on peut très bien imaginer que si Miller avait été vraiment un bras cassé, Trumbo n'aurait pas insisté pour réengager 10 ans plus tard Miller. Je vais juste terminer rapidement sur Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith signe ici sa première partition musicale. Et Goldsmith a à peine 30 ans à l'époque. C'est un jeune homme qui a composé la musique de la série télé de Rod Serling, La quatrième dimension, qui a un énorme succès. Il galère un petit peu à ce moment-là, il cherche un compositeur pour le film. Alfred Newman, le célèbre compositeur, parle de Goldsmith, du jeune talent à la Universal et à Kirk Douglas. Kirk Douglas engage Goldsmith, il signe ici sa première partition qui est un sommet du genre. Vraiment, Jean-Pierre va vous en parler, parce que c'est une composition classique du western, mais aussi, il utilise le sound design. Et il est très probable que Ennio Morricone, quelques années plus tard, va énormément s'inspirer de Goldsmith pour cette partition. Et une dernière chose, non pas des moindres, Goldsmith, 20 ans plus tard, va signer une autre partition, une partition d'un film qu'on a tous vu, qu'on adore, qui est très important pour les années 80, qui va consacrer Stallone comme une immense star, qui est le film Rambo. Et figurez-vous que Rambo est pratiquement, peu ou prou, un remake de Seuls sont les indomptés. D'ailleurs, à ce propos, Ted Kotcheff, qui réalise le film, veut engager absolument Kirk Douglas dans le rôle du colonel Troutman. Donc, tout ça est quand même assez incroyable. Je vous laisse découvrir. Avant, notre ami Jean-Pierre va parler de tout. Comment on peut appeler ça, Jean-Pierre? Mais je vais mettre en valeur le fond dont tu parles. Oh, c'est gentil. Mais évidemment, alors comment le mettre en valeur? Eh bien, il travaille chez Universal. Et comme tu viens de le dire, Universal, ça marche. Et Universal lui donne un petit budget. Et ça explique pourquoi le film est tourné en noir et blanc. Après, on dira, mais c'est génial, le choix du procédé, etc. Ça lui donne une dimension presque de documentaire et ça augmente le réalisme du film. Eh bien, c'était pas... Ça, c'est le point de vue des intellectuels du cinéma. En réalité, à cette époque-là, Universal tournait tous les films en Technicolor. Et donc, c'est vraiment pour une question de budget. Mais croyez-moi, lorsqu'on a vu le film, on se dit, mais je n'imagine pas ce film en Technicolor. Et ça, c'est un bon point. Je voudrais parler de la bande sonore. Alors, le responsable de l'enregistrement sonore, c'est Watson. Il travaillait chez Universal à ce moment-là sur une série de productions Hitchcock. Et il a eu un Oscar pour l'amélioration du son optique de l'époque. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gagner un Oscar et un prix pour la bande sonore du film au moment où on sort Les Révoltés du Bounty en 70 mm, 6 pistes magnétiques avec un son haute fidélité et une stéréophonie extraordinaire, eh bien c'est formidable. Comment le jury à Hollywood a-t-il valorisé la bande sonore du film? Eh bien, aujourd'hui, et vous me connaissez, enfin certains d'entre vous me connaissent, comment mettre en valeur un son enregistré en 62? Eh bien, figurez-vous que les équipements dans toutes les salles aujourd'hui, et je vais rajouter dans toutes les salles du monde, les équipements de reproduction sonore ne sont pas conçus pour respecter les enregistrements de 1962. Un film de 62 va passer, mais ce ne sera pas le son d'origine. Alors, moi, j'ai étudié évidemment tous les paramètres. En plus, c'est un enregistrement Westrex. Et avant d'être à l'INSA, j'ai travaillé 2 ans pour la Westrex. Donc, j'étais au courant de tous les paramètres. Ici, au Palace, ils ont été modifiés. Et lorsque l'on respecte les caractéristiques de l'époque, on retrouve une dynamique sonore originelle
perdu autrement. La dynamique, ben, c'est l'écart entre les sons faibles et les sons forts. Dans le film, il y a des moments où il y a un orage, où il y a un hélicoptère, où on tire des coups de feu. À l'époque, si on respecte les standards de l'époque, on gagne en bande fréquence, on a plus d'aigus. Bref, le résultat, c'est que respecter les normes de 62, ça redonne le véritable, comment dire, impact que la bande sonore peut avoir sur une mise en valeur du fond. Et ça, c'est important. Moi, je respecte ça. Et quand on écoute la différence entre ce que l'on entendrait normalement, on ne sait pas le faire, là c'est trop compliqué, mais entre ce que l'on entendait en 62 et ce que l'on entendrait aujourd'hui sur une autre installation, la différence est énorme. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste chaque fois, lourdement parfois, sur le fait que quand on projette un film ici, au Club 35, je ne suis pas payé pour vous dire ça, hein, lorsqu'on projette un film ici, on respecte les normes et cela intensifie le climat dramatique du film. Un dernier mot par rapport au procédé Panavision. Nous sommes en 62 et certains d'entre vous ont peut-être vu ici sur cet écran une séquence de Rivière sans retour d'Otto Preminger qu'on avait montrée avant Règlement de compte à Hockey Choral. Pourquoi j'avais montré cette séquence? Parce que dans les deux films, il y a des séquences dans un saloon. Et en cinémascope, comme il n'y a pas de profondeur de champ, eh bien l'action se déroule latéralement, exactement comme nous trois ici sur scène. Dans Règlement de compte à Hockey Choral, c'est une prise de vue qui ne recourt pas à l'anamorphose. Et on a de la profondeur de champ, et on a alors un espace où les acteurs sont en 3 dimensions à l'écran. Eh bien, au début des années 62, au début des années 60, la société Panavision entre en piste. Elle met sur le marché des équipements qui permettent d'obtenir une 3e dimension alors que c'est une prise de vue anamorphosée. C'est un petit peu compliqué tout ça. Mais ça veut dire que dans le film que vous allez voir, il y aura une impression de 3 dimensions dans les séquences, dans un saloon par exemple. À un moment donné, il y a le manchot qui jette une bouteille sur Kirk Douglas. Eh bien, le manchot est ici et il jette la bouteille comme ça. Eh bien, à l'époque du cinémascope, ce n'était pas possible. Il aurait jeté la bouteille comme ceci. Mais vous imaginez la gestion de l'espace scénique en 3 dimensions? Eh bien, en fait, quand j'ai vu ça, j'avais 25 ans environ, et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'étudie les potentialités du système cinémascope, et ce que je vois là ne correspond pas. Eh bien, la réponse, c'est dans l'amélioration des optiques. Et donc, moi, j'aime de redécouvrir un film comme ça, dans sa forme originelle. Alors, voilà, j'ai parlé du noir et blanc, pour des raisons économiques, du Panavision, du son. Voilà, je te redonne la parole. Non, moi, Jean-Pierre, moi, c'est tout. Je pense que... Non, il y a Wild Bunch. Ah oui. Alors c'est un film qui annonce, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui achève en fait le classicisme du western américain comme genre récurrent, hein, je vous l'ai dit, mais aussi qui annonce une nouvelle vague de western plus singulier, plus violent. Il annonce bien sûr Léon, mais il annonce bien sûr aussi, surtout dans le western américain, Samuel Peckinpah, dont on se fait une grande joie, de vous présenter la copie 35 de La Horde sauvage de Wild Bunch. Quand ça? À la fin. En juin. En juin. Oui. Alors, la version sera en VF, oui, mais ce n'est pas très grave. On sera vraiment heureux de voir ce grand film en 35 mm dans cette belle salle. Donc merci à tous. Mais on va voir la bande-annonce, c'est ça, Jean-Pierre? On va voir la bande-annonce de Wild Bunch, ouais. En Technicolor Panavision, d'ailleurs. Et je vous informe aussi que la copie de Lonely Hearts Brave, c'est une copie quasi neuve. C'est presque un miracle d'avoir sauvé des copies comme ça. Hein. Et en bon terme avec les distributeurs, eh bien, je recevais souvent qui date de quand? La plus belle copie. Donc c'est un film tiré en 62. Bon, je passe... La copie date de quand? Elle date de 92. D'accord. Donc mais c'est un tirage du négatif originel avec le son Westrex d'époque. Et donc c'est une copie quasi neuve. Et c'est quand même exceptionnel de le voir comme ça. Prochain film. Vas-y. Le prochain film, c'est Citizen Kane. Là, je vous réserve aussi quelques bonnes surprises parce que je vous ai parlé des caractéristiques du système Westrex qui
qui augmente l'intensité dramatique du film. Hein. Croyez-moi. Hein, eh bien, pour Citizen, je te crois, je te jure pour Citizen Kane, nous allons amener ici, dans cette salle, un équipement tout à fait particulier qui permettra de redécouvrir le film comme la RKO l'a voulu en 1941. Alors, bon, ce n'est pas la première fois que le film est reprojeté. Il a été projeté il y a quelque temps au Cinéma Nova, parce que c'est là que le film est sorti pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, mais l'écran du Nova n'est pas grand. Voilà. Ici, la différence entre le Nova et ici, c'est qu'ici, vous allez le redécouvrir comme le film a été projeté à New York dans les salles de la RKO. Voilà, sur un grand écran, avec un système sonore qui va vous surprendre. Et j'en dirai plus le mois prochain. Voilà, donc ça sera le 21 novembre. On va maintenant voir Lonely Are the Brave. Juste vous dire aussi, pour ceux, il y a quand même pas mal de grands cinéphiles parmi vous. Samedi prochain, on va montrer un documentaire sur Laurent Durieux. Laurent Durieux, c'est un affichiste belge, donc j'imagine que certains d'entre vous le connaissent. Il refait les affiches de grands classiques. Il est copain avec Coppola, avec Spielberg. Il a fait une affiche pour toi, Fabrice. Donc c'est un film qui est très, très chouette à voir. Il sera présent, donc ça c'est samedi prochain. 14h. Et puis, pour ceux qui aiment la lecture, on a parlé de Édouard Abbé. Lisez le gang de la clé à molette, c'est formidable. Et là, on va regarder maintenant Lonely Are the Brave. Bonne séance, bon film. Merci.